Bonjour à toutes et tous. Les personnels de l'éducation ont été choyés par le gouvernement, comme l'a pu dire Castex, avec comme cadeau de Noël la suppression de 1883 postes, des heures supplémentaires à gogo, et donc la dégradation avec l'accueil de 1043 élèves supplémentaires, la dégradation considérable des conditions de travail. Maintenant qu'est passée cette période de Noël, arrive la nouvelle année, et là nous avons droit aux vœux du ministère pour cette nouvelle année, avec la fin des pratiques physiques, sportives et artistiques en milieu couvert, en plein hiver, sans faire la démonstration que le PS serait un enseignement vecteur de contamination, sans avoir jamais répondu à la nécessité de demi-groupes partout, sans avoir jamais répondu à la problématique des masques, sans tenir compte des bilans du confinement qui montraient la nécessité de la pratique physique pour la santé des élèves. Le ministère, il a pris unilatéralement la décision d'interdire la pratique en milieu couvert, ce qui revient à dire dans de très nombreux endroits la fin de l'EPS. C'est pas acceptable. La colère, elle est vive et elle doit s'exprimer fortement. Le SNEP-FSU a d'ores et déjà réagi, mais il appelle tous les enseignants à exiger d'ores et déjà des journées banalisées pour pouvoir s'organiser. Il les appelle à participer aux mobilisations qui se construisent. Il les appelle aussi à lutter pied à pied contre toutes les dégradations. Il exige aussi, et il va falloir que chacun y prenne part, la réouverture des installations. Et face à ce mépris des jeunes, à ce mépris de notre discipline, à ce mépris de nos métiers, nous appelons tous les enseignants à s'engager de manière déterminée dans la grève du 26 janvier. La période qui s'ouvre est difficile, il nous faut lutter pied à pied contre tout cela, dans une perspective d'amélioration de notre système éducatif et au bénéfice des jeunes. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Quelle journée aujourd'hui pour beaucoup de professeurs de PS qui ont dû s'adapter quand ils n'étaient pas en réunion. Merci à nos invités. Ils sont très nombreux et très nombreuses ce soir à participer à ce live du SNEP-FSU EPS tous dehors. Alors ce soir, on a prévu une soirée en 4 temps. Un premier temps, on va faire un petit tour de France et on va voir quelques témoignages d'académie qui vont nous faire part et partager de la situation. Et puis, on va avoir aussi un point de situation avec Benoît Hubert qui va nous faire un état des lieux des retours qu'il a pu avoir, des différents appels qu'il a pu passer avec le ministère. On va voir où nous en sommes. Et on va essayer d'engager aussi un débat entre nous avec le point de vue de plusieurs secrétaires académiques qui sont les responsables en fait académiques de 6 académies en France, pour savoir où ils en sont dans le mouvement, dans la résistance qu'on pourrait engager, avec un certain nombre aussi de revendications que le SNEP-FSU aimerait faire entendre de la part du ministère de l'Éducation nationale
Et on finira par une séquence questions-réponses où on a sollicité un certain nombre de personnes de la direction nationale sur des questions qu'on a déjà reçues et que peut-être vous pouvez aussi poser dans le chat si éventuellement on n'a pas apporté de réponse autour de cette soirée. Alors, sans plus attendre, je voudrais donner la parole à Émilie Jankowiak, qui est responsable, donc nous on dit secrétaire académique du SNEP de l'Académie de Lille. Bonsoir Émilie. Et on aura aussi avec nous Mathias Carpentier, qui est lui responsable de l'Académie de Reims. Bonsoir Mathias. Et Marc Legin, qui est responsable aussi, secrétaire académique de l'Académie de Versailles. Bonsoir Marc. Alors tous les trois, on vous a sollicité pour avoir trois regards de la situation dans votre académie, pour que vous partagiez avec nous là où on en est de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, un peu des remontées de terrain. Alors, on va commencer par le plus haut, hein, par le nord. Émilie, de Lille, est-ce que tu peux nous dire un petit peu des nouvelles de l'Académie de Lille? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Quelle est la situation? La parole est à toi, Émilie. Bonsoir, bonsoir à tous et toutes. Alors effectivement, dans l'Académie de Lille aujourd'hui, beaucoup de mouvements, beaucoup de connexions, de contacts avec les collègues qui sont assez inquiets, fatigués, désabusés, surpris. On s'est organisé dans l'urgence, donc quelquefois on a eu des concertations qui se sont tenues dans les établissements, parfois non. Donc, sur simple décision de chef d'établissement, on s'en est tenu à des informations de fonctionnement. Alors, on rappelle dans l'Académie de Lille qu'on a le sourire, mais qu'on n'a pas toujours une météo favorable. Et en ce moment, ce n'est pas très favorable. Donc, on est aussi inquiet sur la faisabilité d'utiliser les installations extérieures, installations qui sont quand même largement fermées. Donc, les arrêtés municipaux tombent, les installations intérieures sont fermées, les accès aux vestiaires ne sont pas possibles. Et on a aussi eu des installations extérieures fermées par arrêté municipal, ce qui se complique encore la situation. Au niveau des collèges, de manière générale, des cours sont annulés. Des cours sont parfois annulés seulement en début ou en fin de journée pour des raisons de possible libération d'élèves. Il faut savoir que dans l'Académie de Lille, on ne travaille pas en demi-groupe en collège, alors que c'est le cas plutôt en lycée. Des propositions ubuesques aussi qui ont eu lieu ou de la part des chefs d'établissement ou des réunions en tout cas, d'aller faire des tours en ville, des randonnées, des balades, donc rien qui ne s'apparente réellement à des cours d'EPS, mais plus à quelquefois des garderies. On va jusqu'à des jeux de société proposés. Et peut-être ce qui est un peu latent et que je crois voir, c'est des propositions d'enseigner d'autres matières en attendant de ne pas pouvoir enseigner l'EPS. Proposition qui a été relayée notamment aussi par le DAZEN du Nord, ce qui bien évidemment fait réagir les collègues fortement. Sur les lycées, très rapidement, des cours nocturnes, puisque les classes préparatoires sont souvent placées en fin de journée, classes préparatoires pour lesquelles les cours sont maintenus par certains chefs d'établissement, en tout cas à la demande de certains chefs d'établissement, sans aucune possibilité d'évoluer réellement à cette heure tardive et sur des installations peu adaptées. Voilà, quelques créneaux réduits de 2 heures à 1 heure, donc une autre adaptation. Et puis malheureusement sur les AS, c'est la fin des entraînements d'AS qui avaient encore lieu pour pas mal de collègues. J'aurais bien voulu trouver un peu de positif à vous donner, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le constat est quand même alarmant, inquiétant pour les collègues et pour les élèves. Merci Émilie. On va donner la parole à Marc Legin au niveau de l'Académie de Versailles. Alors Marc, est-ce que tu pourrais nous dire, s'il te plaît, un peu la situation? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, bah écoutez, bonjour à tous. On a dans l'Académie de Versailles vraisemblablement un peu des situations qui sont multiples et qui se ressemblent dans toutes les académies, puisque beaucoup d'improvisations sont en cours dans les établissements. Il semblerait quand même
que dans les établissements, pas mal de cours soient pour l'instant annulés, d'autres maintenus, sans consigne particulière, donnée par les chefs d'établissement. Et dans d'autres, une concertation a pu avoir lieu dans les établissements pour établir un projet de reprise d'activité, je dirais, dans la mesure du possible à l'extérieur, bien sûr, et en cours en salle de classe, ou dans une autre situation hybride, si ça c'est encore possible. Donc on a une diversité de situations, je pense, qui va s'exercer au fur et à mesure dans les établissements et qui va être beaucoup à l'initiative de tous les chefs d'établissement. Alors moi, dans mon établissement, pour citer un exemple, moi vendredi, après échange rapide avec les collègues, ma chef a décidé d'annuler tous les cours. Et puis ce matin, elle m'a rappelé pour me dire que dans d'autres établissements, ce n'était pas forcément le cas et que effectivement sa décision a été un peu précipitée et qu'elle souhaitait peut-être qu'on envisage de proposer un projet pour pouvoir, si vous voulez, proposer aux élèves, en tout cas la nécessité de refaire de l'activité dans la mesure du possible parce que c'est un besoin psychologique, social, éducatif. Donc elle l'a un peu présenté de cette manière-là et donc on a quelques jours pour essayer de solliciter d'ailleurs les autres établissements pour qu'on ne se converge pas tous au même endroit, essayer de proposer un tant soit peu des activités. Voilà, alors nous, dans notre académie, on a suivi, j'y étais pas présent, mais on a suivi une visio avec les IPR cet après-midi, qui a priori a été quand même assez intéressante, puisque les IPR ont a priori consulté l'inspection générale aussi ce matin et ont également vu les cadres UNSS pour finalement communiquer par écrit, je pense, dans l'académie en tout cas, et proposer des documents d'accompagnement. Voilà. Merci Marc. Alors ça y est, on a Mathias qui est avec nous. Alors Mathias, sans plus entendre, est-ce que tu peux nous faire toi aussi un petit point de situation sur le Grand Est? Alors pour mémoire, dans notre soirée, j'ai oublié de vous le dire, on aura aussi un peu en fin de soirée un point sur le sport scolaire où Nathalie François a essayé aujourd'hui d'appeler la directrice de l'UNSS et elle nous dira un petit peu où en est la situation et un peu les directives qui ressortent de la direction nationale de l'UNSS. Alors Mathias, vas-y, on est à ton écoute. Oui, bonsoir Bruno et bonsoir à tous. Donc Bruno, pour ta géographie, hein, donc le Grand Est, hein, bon, voilà, tu regardes la France et tu vas vraiment tout à droite, loin, du côté de la Belgique, du côté de l'Allemagne, Luxembourg. C'est par là, mon grand. Je commence par là parce qu'effectivement, le sujet chez nous, c'était ça. Hein, quand le jour de l'annonce, donc jeudi, le jour des annonces, le matin même, on avait reçu une alerte orange météo, pluie, verglas, neige selon les départements. On a reçu la même samedi. Samedi après-midi, moi, je faisais du ski de fond chez moi. Et dimanche matin, c'était plus possible parce que c'était tout fondu, tout gâtouilleux, mais dans les Ardennes, il reste encore de la neige. Donc, très clairement, chez nous, hein, les collègues, quand ils ont reçu les annonces, la traduction, elle était immédiate. Quand on dit plus de pratique à l'intérieur, vu la météo ces jours-ci, clairement, les collègues, ils traduisent, ça veut dire plus de pratique du tout. Et je me retrouve en salle. Et d'ailleurs, ni une ni deux, dans la journée, on a même des chefs d'établissement qui, tout de suite, ont envoyé des mails aux équipes en disant, ben voilà, vu qu'il n'y a plus de pratique, vous aurez la salle 22, vous aurez la salle 12, etc. Et des collègues donc, qui ont traduit ça immédiatement. Et de bonne loi, nous voilà maintenant en EPS sans pratique. Ça, c'était donc la première réaction. Et bien évidemment, les premières réactions, et elles ont été nombreuses hein, dès le jeudi soir, le vendredi, le week-end. Et je précise que nous, on avait proposé un conseil académique aujourd'hui, lundi, et donc ça tombait très très bien parce qu'en fait on a pu scinder notre journée en deux et avoir donc la partie conseil académique avec nos copains militants et militantes
le matin, et puis l'après-midi, on a ouvert la visio à l'ensemble des collègues de l'académie, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec plus d'une quarantaine de participants en visio, plus la dizaine de militants qui étaient présents à Reims. On a pu avoir un relevé de situation intéressant sur les 4 départements. Donc la première réaction, je l'ai dit à l'instant, épidermique. Alors je cite pêle-mêle, mais ça a déjà été dit par Émilie, du ras-le-bol, du découragement, des collègues abattus, abasourdis, ça c'est les mots que j'ai entendus tout le week-end et ce matin, usés. Ça traduit beaucoup d'exaspération, ça a été dit aussi, je le redis, et derrière tout ça, ce qui se voit en filigrane, mais qui se voit fort maintenant, je trouve, ça pointait depuis plusieurs semaines déjà, et notamment au mois de décembre dans les collèges, ça s'appelle tout simplement de la souffrance, et on a des collègues aujourd'hui qui nous disent être à bout physiquement parce que voilà, il faut se réorganiser encore, et là dans un contexte météorologique qui est loin d'être favorable chez nous. La deuxième réaction, quand on met des profs de PS autour d'une visio ou autour d'une table, même en hiver, on est à peu près tous d'accord que si la météo est à peu près bonne, à peu près sèche, à peu près, etc., oui, tout de suite, on a, alors je ne vais pas parler d'EPS, mais des formes de randonnée. Nous, on a beaucoup d'établissements ruraux avec des voies vertes, des chemins, etc. Voilà. Par contre, dès le moment où on dit oui, mais voilà, la météo, en ce moment, elle n'est pas bonne. Et là, tout de suite, le silence s'installe et qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et là, le vocabulaire, il change. Ce n'est pas mon métier. J'ai noté, je suis creux. Je peux tenir 15 jours à coup de vidéo, mais après, qu'est-ce que je fais? Donc, vraiment une impossibilité de concevoir quelque chose qui ressemble à une pratique professionnelle dans ce cadre-là. On a eu également beaucoup de chefs d'établissement qui, de rechefs, ont annulé des cours tout simplement. Parfois, les ont divisés par 2. Alors, on a, étant donné qu'on a beaucoup d'établissements ruraux, donc beaucoup de demi-pensions qui sont aussi, avec beaucoup de demi-pensionnaires, la problématique du passage à la cantine le midi, donc des chefs qui cherchent à raccourcir un peu la matinée et puis retarder un peu le début de l'après-midi. Et quand les cours de PS sont situés là, beaucoup ont sauté sur cette occasion. Je vous livre un petit peu tout ça en vrac parce que c'est vrai que la journée a été dense. Des collègues quand même aussi, un fameux décalage de vocabulaire et de retour d'expérience avec les collègues de lycée, et il y en avait, qui avaient bénéficié du passage en demi-groupe, pour certains dès fin novembre, pour d'autres début décembre, et qui tous nous ont dit le bonheur qu'ils ont pris à enseigner le badminton dans un grand gymnase avec un tel 14 élèves, après 15, 16 élèves, etc. Et parler d'apprentissage et parler de contenu, alors que le retour vraiment de nos collègues collégiens, c'était vraiment je redis le mot de la souffrance, parce qu'à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Voilà pour chez nous, voilà où on en est. J'attends toujours pour ma part la réponse de monsieur le recteur, à qui on a demandé officiellement la banalisation de la journée de lundi, ou au moins de permettre aux collègues d'avoir un temps de réflexion. J'attends toujours sa réponse. Je le vois demain en CTA, je lui dirai tout mon bonheur. Et je note quand même, si je devais trouver un point positif, vraiment je me force, je cherche. On a pas mal de chefs d'établissement quand même qui sont conscients de la situation de l'EPS et qui ont accordé tout de suite des temps de réflexion, parfois demi-journée, parfois jusqu'à 2 jours, et qui sont prêts à se bagarrer aussi pour faire en sorte qu'on nous réouvre des installations. Parce que pour nous, l'idée n'est pas de s'adapter à l'extérieur, ça n'ira pas, mais qu'on aille vers une réouverture des installations avec bien évidemment des demi-groupes, parce que là où ça s'est fait, les bilans sont, toute situation sanitaire gardée, satisfaisants. Voilà. Merci Mathias, merci à Émilie, Mathias et Marc. Bon, effectivement, la situation n'est pas très positive, mais elle décrit assez bien la réalité. Alors, il y a une grande convergence entre colère, exaspération, mais aussi une grande volonté de la part des enseignants. Ce n'est pas la volonté de rien faire, c'est vraiment la volonté de chercher à faire le mieux possible et un enseignement de qualité pour nos élèves. Alors, avant de donner la parole à Benoît Hubert, le secrétaire général du SNEP, Alain de Carlo a parcouru la presse pour nous dire comment la presse voit la situation de l'éducation physique et sportive dans cette rentrée un peu bizarre de ce lundi matin. Alain, est-ce que tu peux faire un petit tour d'horizon de la presse française, je suppose? Oui, bonsoir Bruno, bonsoir à toutes et à tous. Alors déjà, ce ne sera pas exhaustif, donc on vous appelle à nous faire remonter aussi toutes les informations que vous avez aussi localement.
on a mis en place une page spéciale sur notre site qui répertorie justement tous ces articles de presse notamment. Alors, suite aux annonces de Jean Castex, la première chose, ça a été l'interview de Benoît Hubert sur France Info, qui a fait le tour après de tous les médias. On a eu un article dans Marianne aussi, qui annonce, lui, déjà aussi les mobilisations et manifestations devant les rectorats mercredi. Un article dans l'Indépendant, dans le journal Le Monde. On a eu aussi France 3 Lorraine qui s'est exprimé en disant clairement interdire le sport en intérieur, c'est interdire l'activité physique en période hivernale, compte tenu des conditions météo dans ce coin de France. La Voix du Nord aussi s'est exprimée et un article qui est intéressant parce qu'il démarre en fait par le ressenti d'un élève qui se dit dégoûté et déçu. Et c'est très intéressant parce que c'est pour ça qu'on lutte en fait, hein, c'est pour nos élèves. Et donc c'est une particularité. On a eu aussi un article dans La Montagne donc, qui parle de profs au niveau de l'Allier. Et le titre de l'article est intéressant aussi. Donc, les profs contestent la suppression des cours d'EPS en intérieur et contre-attaquent. Donc, ça montre tout de suite la dynamique qu'il y a pour peser à une réouverture dans des conditions optimales. Et le dernier élément qu'on a, alors il ne vient pas de prof d'EPS, mais c'est des points d'appui très intéressants évidemment pour nous, mais il vient d'un médecin. Michel Sim s'est exprimé sur BFM TV en disant que réduire l'activité physique des enfants est une catastrophe dans la période. Et donc, bien évidemment, on va continuer à pousser. Donc, on vous appelle à nous faire part de tous les articles que vous pouvez avoir, de contacter aussi vous aussi les médias et nous faire remonter tous les dessins humoristiques aussi qui circulent aussi beaucoup sur Internet, qu'on mettra sur notre page spéciale pour peser à une réouverture le plus tôt possible dans les conditions les meilleures possibles. Merci Alain. Alors, c'est vrai que pendant que vous écoutez la visio, vous pouvez essayer de faire, de passer un petit coup de fil au téléphone sonne qui ce soir consacre aussi sa soirée à ce sujet-là. Alors, on fait presque concurrence. Bon, on ne joue pas la même catégorie. Par contre, je vous encourage les uns les autres sur Facebook à faire des commentaires, à partager. Vous savez aujourd'hui que Facebook, en fonction du nombre de commentaires, nombre de partages, rend de plus en plus visible notre soirée. Et ça peut jouer du point de vue de faire entendre le message, notamment quand on développe et on commence à partager un certain nombre de revendications, qu'il y ait un certain nombre de personnes qui puissent écouter et puis aussi se rendre compte de où en sont aujourd'hui les enseignants d'éducation physique et sportive. Alors, Benoît Hubert, tu es donc secrétaire général du SNEP FSU. Tu as passé ton week-end et les 48 dernières heures à avoir de nombreux échanges téléphoniques par rapport à cette situation-là. Est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux, nous dire par rapport à ta dernière vidéo que tu as réalisée, où justement tu as annoncé un peu le positionnement du SNEP FSU, où on en est, qu'est-ce que dit le ministère, qu'est-ce qu'ils t'ont dit aujourd'hui, est-ce que les enseignants ont raison d'être en colère, voilà. Que pense le SNEP FSU de la situation? Oui, merci Bruno. Mais déjà, je vais profiter d'avoir la parole avec beaucoup de monde pour souhaiter le meilleur à chacun, au moins personnellement, parce que sur le plan professionnel, malheureusement, enfin, pour l'heure au moins, c'est mal barré. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Et puis plutôt que d'appeler le live EPS dehors, finalement, je l'appellerais bien Voyage en absurdie, là, tellement… Jusqu'alors, on disait qu'il fallait qu'on arrête de chercher les cohérences, mais je crois que là, on a atteint des sommets. Bon, effectivement, aujourd'hui, on avait une visioconférence avec le ministère sur les nouvelles mesures sanitaires. Visioconférence que le ministre a tout simplement séchée. Et compte tenu des annonces qu'il fait pour le PS, j'aurais au moins espéré qu'il soit présent, ce qui n'a pas été le cas. Voilà. Donc, on a eu le directeur de cabinet et puis la secrétaire générale en face de nous. Bon, moi, ce que j'ai pu dire déjà au ministère, hein, donc j'ai rappelé l'engagement profond et sincère des enseignants d'EPS dans toute cette phase de pandémie, parce que depuis le début, quand même, on a connu beaucoup d'adaptations et on a su y faire face au bénéfice des élèves, mais que là, on a pris un coup de massue derrière les oreilles, que c'était l'exaspération la plus totale, la colère la plus profonde. Qu'on est face à des injonctions contradictoires du point de vue sanitaire, parce que dans les endroits où, comme on a vu, là, dans le Grand Est ou même sur l'île, les conditions météo vont empêcher finalement la tenue de l'EPS. On va faire passer les gamins d'espace de 1000 m² en gymnase à 50 m² en salle de classe. Du point de vue sanitaire, on ne voit pas bien la cohérence des choses.
J'ai dit aussi que je ne voyais pas les raisons pour lesquelles cette mesure avait été prise, puisqu'on n'a à ce jour aucun élément, ni statistique, ni chiffré, qui serait à même de démontrer que l'EPS a été facteur de contamination. Donc voilà, j'ai rappelé fortement ce qu'était notre métier quand même, parce que je le vois beaucoup dans le chat, mais effectivement, il y a les IPR qui poussent pour qu'il y ait des cours théoriques, des travaux dirigés, des visionnages de films, etc. Je leur ai dit que ce n'était pas ça l'EPS et qu'il n'était pas question qu'on se lance là-dedans. On n'est pas des profs d'occupationnel. Que la responsabilité pleine et entière, elle revenait aux enseignants, c'est-à-dire que c'est à eux de dire, et à eux seuls de dire ce qu'il est possible de faire et la nature de ce possible. Certes, il faut un accord avec le chef d'établissement, mais il n'y a qu'eux qui peuvent dire ce qu'il est possible de faire ou pas, et qu'il ne faut pas, surtout pas d'injonction et de prescription de quelque nature qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. J'ai exprimé mon regret, bien sûr, que le ministère n'ait pas entendu notre demande de journée banalisée. Alors là, c'était assez marrant, parce que j'ai eu l'impression qu'ils découvraient les choses. Quand je leur ai expliqué que les espaces extérieurs n'étaient pas exponentiels, que effectivement toutes les classes allaient risquaient de se retrouver au même moment sur le même lieu, et que ça s'envisageait en plus de manière plus conséquente qu'un seul établissement, puisque ça s'envisageait aussi au niveau d'un bassin, et que donc il fallait aussi entrer en contact avec les collectivités territoriales et tout ça. Enfin, tout ça, je crois qu'ils ne l'avaient pas du tout en tête. On a l'impression que pour eux, chaque bahut a son gymnase et a son installation extérieure et que tout roule. Enfin, on est un peu dans le grand n'importe quoi. Ce qui joue et se finit quand même dans beaucoup d'endroits, c'est la fin des pratiques scolaires et extrascolaires. Extrascolaires, je rajoute, parce qu'avec le couvre-feu de 18 h, les associations et les clubs, elles sont dans la même panade que nous. Donc les gamins, ils n'auront plus de pratique à l'école et plus de pratique à l'extérieur de l'école. Quand on a fait le grand développement qu'on a pu faire au moment de la semaine de l'EPS, et tous les gens qui se sont agrégés à cette semaine de l'EPS, et de parler des médecins effectivement et tout ça, il y a eu un grand raout sur ce sujet, et là on part à l'inverse. Le sport scolaire, bien sûr, qu'on continue à faire mourir, voilà, gentiment, tranquillement, sans que ça émeuve grand monde apparemment. Et puis donc, je fais le rappel effectivement des exigences qu'on porte dans le contexte et sur le plan, je veux dire, immédiat. C'est bien sûr la question des demi-groupes et la question des masques, parce que je ne sais pas si vous avez vu le dernier avis du Haut Conseil à la Santé, là, qui dit que les masques en tissu ne sont plus du tout protecteurs compte tenu des variants. Donc, on a un point d'appui pour exiger des masques un peu plus protecteurs. Donc, il va falloir continuer là-dessus. J'ai exprimé bien sûr les travers que je connaissais déjà, bien sûr, c'est la fermeture des installations sportives et l'accès interdit aux vestiaires, aux accès matériels. Et puis j'ai posé la question qui m'avait été posée des territoires qui sont moins impactés par le Covid. C'est une question qui m'a été posée par la Martinique et la Guadeloupe, savoir s'ils avaient effectivement besoin de ce protocole-là ou s'il fallait autre chose. Alors, en guise de réponse maintenant, très honnêtement, rien. Zéro réponse. Si ce n'est que le ministère aurait porté d'autres exigences que celles-ci, c'est-à-dire trouver des modalités différentes, un renforcement sanitaire ou la constitution d'autres groupes pour continuer l'activité de l'EPS. Il faut savoir que ceux qui ont refusé ça, ce sont quand même les autorités sanitaires. C'est-à-dire que d'un côté, ils prônent le développement de la pratique pour la santé des jeunes et de l'autre côté, ils interdisent la pratique des jeunes. Donc, je pense qu'il va falloir les cibler fortement et les interpeller sur le côté dramatique de leur décision qui va à rebours de la santé publique. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'heure. C'est vrai que j'ai des contacts réguliers avec tous ces gens de l'administration ou de la haute administration, mais pour autant, j'ai l'impression qu'ils découvrent l'EPS quand il y a une méconnaissance totale de ce qu'est le métier et de la réalité du terrain. Ça, c'est clair et net. Merci Benoît. Alors, on se proposait un petit peu dans ce live de ce soir d'avoir un débat en direct à partir un peu des premiers retours qu'un certain nombre de responsables académiques ont eu avec les collègues, de se dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est-à-dire, en termes d'action, qu'est-ce qu'on peut faire? On a prévu déjà des rendez-vous et des rassemblements le mercredi, mais peut-être qu'on peut aller plus loin, peut-être qu'on peut discuter d'autres éléments. Donc, on a demandé à 6 responsables académiques, et je vous demanderai vraiment d'être concis du point de vue de vos interventions,
de partager ce soir 6 regards. Peut-être qu'il y aura des convergences. Alors, on a Maxime Véguine qui est de l'Académie de Grenoble. Bonsoir Maxime. On a aussi Hugo Ponté qui représentera l'Académie de Créteil. Bonsoir Hugo. Je vous demande par le coup d'activer vos caméras. Comme ça permettra aussi que vous soyez repérés. On a aussi Nathalie Lacué de l'Académie de Bordeaux. J'espère que je ne me suis pas trompé dans ton nom de famille. On a Claire Machefaux qui représentera l'Académie de Poitiers. Sophie Rieux qui représente l'Académie d'Aix-Marseille. Et Marianique Richard, l'Académie de Nancy-Metz. Alors, bonsoir à tous les 6. Alors, on va commencer par Maxime Véguine de l'Académie de Grenoble. Maxime, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le point de vue que porte l'Académie de Grenoble? Oui, bonsoir Bruno, bonsoir à tous et toutes. Écoute, ça tombe très bien puisque je sors d'une visio bureau ACAD juste avant celle-ci et on a pu échanger, avoir le retour d'un certain nombre de collègues de ce qui se passe sur le terrain. Donc, tout ce qui a été dit avant se retrouve aussi dans notre académie. Alors, le constat aujourd'hui, c'est que au-delà de l'incompréhension des annonces de jeudi soir, puisque notre ministre Blanquer nous martèle que le virus ne circule pas à l'éducation nationale. Donc, au-delà de cette incompréhension et de cette surprise, c'est surtout le sentiment de mépris ressenti par les collègues par rapport à leur travail, à leur profession et à leur engagement auprès des élèves qui ressort du terrain. Et du coup, on s'est questionné sur qu'est-ce qu'on allait mettre en place, quelles actions à venir. Et donc, par rapport à ce qui a été décidé nationalement en CDN, on a mis un calendrier d'action sur la semaine à venir qui commence dès demain avec une assemblée générale en visio pour permettre à l'ensemble des collègues de l'Académie de Grenoble de nous faire remonter leurs difficultés et aussi leur ressenti et leur mal-être, puisqu'en fait, ces annonces, comme je l'ai dit tout à l'heure, amènent un sentiment de mépris vraiment exacerbé chez nos collègues et on a du mal à voir vers où on va. Donc, je crois que c'est très important de permettre à nos collègues de s'exprimer, de nous faire remonter ça. Cette visio, elle sera suivie mercredi par une manifestation que l'on espère massive devant le rectorat de Grenoble et surtout massive dans le sens où elle va pouvoir soutenir un groupe de militants qui sera reçu par Madame la rectrice, puisqu'on a demandé une audience et on l'a obtenue donc auprès de la rectrice et des IPR mercredi pour pouvoir porter nos revendications et nos demandes qui rejoignent celles faites par le national, comme on a pu voir tout à l'heure dans la vidéo, avec notamment la demande de demi-groupe pour tous, partout et tout le temps, donc pas que en lycée, mais aussi en collège et en LP, parce que ce n'est pas fait partout, et surtout d'avoir un retour à une pratique en intérieur, puisque comme Mathias à Reims, dans l'Académie de Grenoble, on est énormément soumis aux conditions climatiques. En plus, c'est très inégalitaire d'un territoire à l'autre, que ce soit le sud de la Drôme ou le nord de la Haute-Savoie. On n'a pas les mêmes conditions et donc on n'a pas forcément le même accès aux pratiques extérieures. Parallèlement à ça, à cette manifestation de mercredi, on a souhaité et on souhaite, et c'est ce qu'on va proposer à nos collègues, mettre en place une action très forte qui va venir percuter l'activité, donc mardi 26 janvier et relayer le 4 février. C'est 2 dates très, très importantes. Et en fait, on va essayer de les mobiliser sur le positionnement où ça suffit. Je crois que ça suffit maintenant. Il faut dire non. Il faut dire non à cette adaptation perpétuelle. Il faut dire non aux couteaux suisses professeurs d'éducation physique et sportive, parce qu'on ne peut pas toujours s'adapter à des demandes qui sont très éloignées de ce que l'on souhaite. Tout à l'heure, alors je ne sais plus qui parlait de ça, mais on a fait le constat pendant cette période de Covid qu'il fallait plus d'activités physiques, sportives et artistiques pour les jeunes, pour les élèves,
pour leur bien-être physique et mental. Et là, on se retrouve une fois de plus avec moins de pratique ou une pratique empêchée. Donc là, on ne comprend plus. Et je crois qu'à un moment donné, il faut dire non et il faut arrêter de subir ces décisions. Et surtout, on va essayer d'appeler aussi nos collègues, notamment en visio demain, dans l'académie, à rester sur une ligne de conduite qui est on est enseignant d'éducation physique sportive, on fait de l'éducation physique et sportive et on ne part pas dans tous les sens sous prétexte d'avoir des demandes. Je crois que Benoît l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on soit en capacité de mener ça à bien. On n'est pas là pour faire de la garderie sportive ou pour faire surveillant de CDI ou que sais-je encore. Merci, merci. Voilà. Je te remercie. Alors, on va passer maintenant sur l'Académie de Bordeaux. Nathalie Lacué. Alors, à Bordeaux, convergence, divergence, vous allez être où? Comment vous voyez la suite? Alors, attends, ton micro n'est pas enclenché, ou en tout cas, on ne t'entend pas. Alors, juste pour la petite transition, on est ce soir, donc 500 là, sur Zoom. Si les collègues vous disent qu'ils n'arrivent pas à se connecter et à entrer à la salle, c'est normal parce qu'on est limité à 500. Donc, vous leur proposez de passer sur Facebook Live où il y a déjà plus de 300 personnes qui nous suivent. Voilà, donc on est 800 à écouter. Ça traduit, je pense, une vraie inquiétude et puis sans doute une colère aussi des enseignants par rapport à la situation. Alors, Nathalie, vas-y, on t'écoute. Oui, bonsoir à tous. Donc, Bordeaux n'est pas épargné, bien sûr, par la colère. Même si on n'a pas la neige, l'hiver est là. Ces pluies n'épargnent pas non plus la région et les cours dehors, c'est quasiment impossible. Donc, même si on a eu une belle journée aujourd'hui. Bon. Mais bon, les collègues, bien sûr, nous ont vite interrogés. On a eu des appels pendant le week-end. Donc, pour essayer de savoir s'ils étaient obligés d'organiser un enseignement en extérieur, jusqu'à quand ils devaient s'adapter, réinventer, repenser les programmations, les contenus, faire autre chose en fait que de l'EPS. Ils sont conscients aussi que là, en ce moment, dans la période, on parle de santé, on parle de sécurité. Et donc, avant même le Covid, quand on privilégiait une activité en gymnase pendant les mois d'hiver, c'était vraiment pour répondre à des raisons évidentes de continuité d'enseignement, mais également de sécurité, parce qu'on pratiquait dehors sur des sols mouillés, glissants, présente aussi des risques, et on ne peut pas on peut pas nous l'imposer. Comme a dit Benoît, Hubert, on sait, nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos élèves et pour justement les préserver de danger. Puis on sait en ce moment que l'accès des installations et terrains extérieurs, des plateaux sportifs, sont pas forcément possibles. Il y a des éloignements, il y a des terrains suspendus suite à des intempéries. Et puis à un moment, il y a des municipalités qui ne voudront pas qu'il y ait aussi trop de concentration d'élèves sur un même lieu, sans vestiaire en plus mis à disposition. Et donc, les collègues, c'est le flou et ils se demandent comment faire une EPS sereine et de qualité, même en extérieur. Donc, à un moment, c'est la question, qu'est-ce qui nous reste? La cour, le parking de l'établissement et doit-on, comme je l'ai dit au début, continuer à s'adapter sans fin au risque de fragiliser la discipline, notre métier? Voilà. Donc, pour avancer ensemble sur les demandes, nous on dit, voilà, dans l'académie, il faut exiger des demi-groupes pour tous les niveaux de classe, faire la démonstration que mettre 15, 18 élèves dans un gymnase de 20 par 40, c'est-à-dire 800 mètres carrés, c'est offrir un espace de plus de 50 mètres carrés à chaque élève et un danger quasi nul de contact rapproché long entre camarades de classe, en plus sur des activités que l'on a plutôt choisies pour éviter tous ces rapprochements. Donc demain, l'Académie de Bordeaux, donc, on organise une visio, donc on a pas mal d'inscrits, demain mardi à 18h30. Donc bien sûr, ça va être un temps d'échange pour définir avec la profession comment élever le rapport de force, remonter les demandes, inciter les collègues via le courrier aussi, enfin les modèles de courrier qu'on a avoir du national, donc là diffuser et faire que chacun écrive auprès de la rectrice, à la rectrice, donc pour demander à ce que ces demi-groupes soient
élargie hein, à toutes les classes, faire remonter que justement dans des conditions de demi-groupe, dans des installations au volume très important, il n'y a pas de danger, donc on rouvre les installations. Hein. Voilà, on va définir ensuite, au vu des débats, hein, peut-être d'autres modalités d'action. On n'a pas eu de conférence de presse, donc je pense que ça, c'est bien sûr une demande que l'on va faire très rapidement. On va, comme ça a été demandé aussi là au début de la vidéo, peut-être que les collègues nous fassent remonter des photos, faire un mur de photos ou de témoignages vraiment montrant l'absurdité et l'incohérence des consignes. Le 20, le lendemain, on a une audience avec la rectrice qui était déjà programmée. Donc voilà, j'ai écrit aussi aujourd'hui pour que ce moment qui était normalement prévu sur l'enseignement de spécialité serait aussi sur justement une réflexion et nous on remontera toutes les revendications qu'on aura pu définir avec la profession la veille, hein, voilà, sur le contexte. Merci. On en profitera aussi pour dire stop au référentiel et à la mise en place du bac. Et puis, bien sûr, on les invitera à se mobiliser hein, pour la journée du 26 et pour l'école et le mode de gouvernance auquel nous contraint Blanquer et le gouvernement. Voilà. Merci Nathalie. Alors, on donne maintenant la parole à Hugo Pontet, qui est donc secrétaire académique de l'Académie de Créteil. Alors Hugo, il me semble que vous avez eu une visio déjà, vous avez déjà eu des échanges avec des collègues. Alors, vous en êtes où au niveau de l'Académie de Créteil? Bonsoir à toutes et tous. Tu m'entends? Vous m'entendez, Bruno? Impeccable, tout va bien. Ok, donc oui, là, on a réagi dès vendredi matin, en fait, parce qu'il y avait un comité technique académique avec le recteur, et dès vendredi matin, du coup, on lui a fait part de notre incompréhension, de notre sidération par rapport à ces décisions d'interdire la pratique en milieu fermé. Et en disant qu'on n'aurait pas fait ça à des enseignants d'une autre matière. Et ce à quoi il nous a répondu qu'il n'y avait pas de problème parce qu'on était inventif ou créatif. C'est une forme de mépris de sa part et une méconnaissance de notre métier. Et donc, dès le soir, effectivement, on a fait une assemblée générale en visio où il y avait plus de 50 collègues qui étaient présents tout de suite. Justement pour voir comment on pouvait s'organiser en fait pour la suite, pas tant au niveau pédagogique parce que effectivement les profs de PS sont très inventifs et depuis 9 mois on a appris à s'adapter pour trouver des solutions pour nos élèves, mais là pour aller plus loin justement pour savoir comment on peut à nouveau faire notre métier. C'est-à-dire le métier de professeur d'éducation physique. Et ce qu'il en est ressorti, c'est la nécessité de pousser très fort pour retrouver nos salles de classe que sont les gymnases et toutes les installations fermées, les installations couvertes. Et donc, pour ça, il faut effectivement passer en demi-groupe, ça a été beaucoup dit, et donc, nécessairement, faire entendre cette demande. C'est-à-dire que ça a été dit au niveau du communiqué de presse national, c'est répété, ça a été envoyé dans tous les fils d'infos académiques, la nécessité des demi-groupes pour retrouver nos salles de classe que sont les gymnases, parce que même à Créteil, il fait froid, il a plu, il a neigé à Paris ce week-end. Ce n'est pas des conditions pérennes, on a 4 semaines avant les vacances. Donc la perspective, elle est vraiment donc appeler les collègues à contacter les parents, les élus, mais aussi effectivement à écrire au recteur en demandant du coup à la fois des explications, mais aussi de retourner à ces demi-groupes. Le SNEP FSU Créteil a demandé avoir une audience pour aller plus loin que cet échange en visio de vendredi matin et réellement expliquer les conséquences au niveau de notre métier. Il y a aussi des rendez-vous de carrière qui doivent être faits. C'est indécent de proposer des rendez-vous de carrière dans ces conditions. Donc, il y a les perspectives concrètes. On n'a pas encore programmé d'assemblée générale ou d'action de rassemblement, mais on est en discussion avec les académies de Paris et de Versailles. Parce qu'effectivement, je pense que ça doit passer par l'action des collègues. Des collègues ont déjà proposé aussi de venir faire cours en tenue de ski et pour vraiment montrer l'absurdité
de la situation dans laquelle on nous met. Et alors concrètement, sinon, il y a un stage dans le 93 qui normalement traitait des dotations pour la préparation de rentrée qui est prévu jeudi. On a multiplié par 5 nos inscrits où on est arrivé, voilà, on arrive avec un nombre très très intéressant de participants dès jeudi. Donc ça sera aussi l'occasion de se mettre en mouvement et d'aller vers une action de profs de PS la journée du mardi 26 qui peut être à construire avec les académies de Paris et de Versailles pour faire entendre la réalité des profs de PS, la réalité de la situation des profs de PS. Et je pense au final aussi que, d'après tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, qu'il va falloir porter cette question des demi-groupes et du retour aux installations nationalement. Et ce qui est sorti des réunions qu'on a pu avoir en AG et au niveau interne, c'est la nécessité peut-être d'une pétition nationale sur ce retour, enfin, c'est l'accès aux demi-groupes et le retour aux installations sportives. Et je pense voilà, qui peut même peut-être être discuté au niveau des clubs et du mouvement sportif, la nécessité de réouvrir ces installations sportives avec un protocole qui le permettrait. Voilà, merci. Merci Hugo. Bon, on a une convergence là un peu dans les interventions, à la fois des rassemblements prévus, des réunions prévues avec les équipes, un appel aussi massif à aller devant les rectorats. Bon, pour l'instant, on a ça dans le paysage, puis d'autres idées qui ont été évoquées. Alors, je donne la parole maintenant à Claire Machefaux, qui est responsable académique à Poitiers. Donc, Claire, qu'en est-il sur l'Académie de Poitiers? Est-ce que vous avez la même tendance? Oui, bonsoir à toutes et tous. Oui, exactement. On est vraiment sur la même ligne. Nous nous sommes réunis en bureau académique dans le week-end là, avec les copains du bureau de l'Académie de Poitiers. Donc, évidemment, les mêmes constats, la même sidération, je dirais, suite à cette décision. Et puis, surtout, voilà, l'urgence de se mobiliser et de montrer à toute la profession qu'on est à leur côté, qu'on va les accompagner. Donc, comme dans beaucoup d'académies, on a informé les collègues par le biais d'un fil d'info, hein, où on a relayé le communiqué de presse et puis toutes les informations qu'on avait en notre possession, ainsi que le lien du live. On a pris la décision, comme viennent de le dire les différents responsables académiques, hein, de contacter les PASEN et les rectorats pour programmer des audiences avec à la fois les DAZEN et la rectrice mercredi, en appelant aussi les collègues à se rassembler devant les rectorats et les DSDEN pour venir soutenir les militants reçus en audience. Voilà, donc évidemment, la ligne qu'on porte, hein, c'est la même que celle qu'on vient de donner, hein, c'est-à-dire demander des demi-groupes et rouvrir les installations couvertes. Évidemment, ça va de soi, même si, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, qui est à Bordeaux, nous, à Poitiers, on n'a pas le même climat que dans les régions de montagne, dans le nord, où il fait peut-être un peu plus doux, mais il pleut, voilà, il pleut. Donc, les installations extérieures sont mouillées, sont boueuses, sont peu praticables parfois aussi. On a demandé aux collègues aussi de prolonger les informations aux parents d'élèves, de prendre contact avec eux, de les sensibiliser. Et éventuellement, on envisageait en bureau de voir avec les collègues. Mais donc, on a prévu une visio jeudi soir et voir avec eux si on envisage quelque chose en marge avec les parents d'élèves, peut-être d'autres acteurs pour pouvoir faire quelque chose de visible. Voilà. Et on a demandé aussi aux collègues de faire remonter au recteur et à la rectrice pardon, et aux IPR les photos et aussi les courriers de tout ce qui pouvait entraver leur pratique d'enseignement au quotidien. Donc voilà, donc pas une ligne différente de toutes celles qu'on vient d'entendre. Voilà, on est vraiment sur le même.
Merci Claire. Alors c'est vrai que les professeurs de DPS sont très étonnés de voir la faible connaissance ou alors le manque d'exigence que peuvent avoir les responsables qui sont dans les établissements. C'est-à-dire que vous suggérez parfois de simplement prendre les élèves en les mettant dans une salle ou sans avoir vraiment de volonté de transmettre des savoirs. C'est se demander si finalement ils ont bien compris la fonction de l'éducation physique et sportive à l'école et la volonté qu'ont beaucoup d'enseignants d'avoir un enseignement de qualité et pensant toujours qu'on cherche finalement à en faire le moins possible. C'est assez étonnant quand même et je comprends que beaucoup de collègues, de ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, dans les témoignages, que la colère commence vraiment à monter sur la façon dont on considère leur métier et leur travail. Alors, Marie-Annick Richard de l'Académie de Nancy-Metz, alors on m'a dit de ne pas dire le T, mais je ne vois pas trop comment on peut faire à Marseille pour ne pas dire le T. Ça me semble un peu impossible. Alors, Marie-Annick, qu'en est-il dans votre académie? Est-ce que chez vous aussi, les enseignants ont le même sentiment d'être un peu finalement déconsidérés et puis à la fois d'être considérés un peu comme finalement des gentils animateurs qui devraient occuper les élèves? Comment vous envisagez le SNEP de réagir par rapport à cette situation? Est-ce que vous avez déjà discuté entre collègues? La parole est à toi. Alors, il faut que tu actives ton micro, Marie-Annick, pour qu'on puisse t'entendre. Voilà, c'est bon? Parfait, impeccable. Donc, je disais bonjour Bruno et bonjour à tous. Donc oui, en effet, chez nous, on dit Metz, on ne dit pas Metz. Et on est dans le nord-est aussi, donc tout en haut à droite. Alors, oui, évidemment, comme à Nancy, comme partout ailleurs, les deux sentiments qui prédominent, c'est une incompréhension totale et également une grande colère. Et puis, vu les conditions atmosphériques chez nous, évidemment, nous supprimer les gymnases, c'est supprimer purement et simplement l'éducation physique. Donc, c'est vrai qu'on va en être réduit à faire de l'animation, comme tu l'as dit, des marches, voilà, à peu près ce qui nous pend au nez. Alors, bon, je vais pas développer plus là-dessus puisque on a exactement les mêmes sentiments que toutes les académies et ça a été déjà pas mal développé jusqu'à maintenant. Donc nous, au niveau de Nancy-Metz, ce qu'on a déjà fait depuis cette annonce de jeudi soir, dès vendredi, on a communiqué envers toute la profession, déjà pour les informer. Et puis, pour les inciter à essayer de demander une journée banalisée aujourd'hui pour pouvoir avoir le temps de s'organiser. On a pris contact également avec le recteur pour qu'il fasse une communication envers les chefs d'établissement pour permettre aux professeurs d'avoir cette journée banalisée et également aussi pour que les chefs d'établissement n'aient pas d'injonction pédagogique envers les équipes. Alors, bon, j'ai eu une réponse, mais qui n'était pas satisfaisante, puisqu'il ne me disait pas, oui, Madame Richard, nous allons faire ça. Il m'a rappelé la grande considération qu'il avait vis-à-vis de l'EPS, vis-à-vis des professeurs d'EPS. Voilà, donc ce n'était pas satisfaisant. On a eu des contacts avec la presse, donc hier on a eu un article sur France 3 Web et une interview ce matin sur France Bleu à la demande de la presse. En fait, c'est eux qui nous ont contactés pour avoir notre ressenti et moi je sens de la part de la presse qu'ils sont dans le même état d'esprit que nous et qu'ils vont dans le même sens que nous, au moins dans leur communication. Ce qui est prévu, donc dans les jours qui vont venir, demain, on a une visio avec les collègues de l'académie pour déjà leur permettre d'échanger, puisqu'on est tous chacun dans notre coin. Nous n'avons plus les compétitions UNSS pour nous réunir, pour discuter entre nous. Donc, dans cette visio, ça va permettre vraiment aux collègues de parler, de voir un petit peu ce qu'ils ont prévu chacun dans leur établissement, de voir quelles ont été les relations avec leur administration et ensuite de s'organiser pour les amener à se mobiliser. Donc, voilà un petit peu les objectifs de cette visio avec les collègues.
Au niveau des mobilisations, on va leur demander d'envoyer des courriers à leur DSDEN, au recteur, pour obtenir la réouverture des gymnases et pour obtenir de travailler en demi-groupe, donc de nous redonner nos salles de classe. Sur les autres mobilisations, donc on a prévu une conférence de presse mercredi après-midi devant le rectorat. Cette conférence de presse fera suite à une audience qu'on a le matin avec le recteur, mais c'est une audience FSU, puisque nous avons déjà eu une audience SNEP lundi dernier avec le recteur. Donc, mercredi après-midi, conférence de presse, on veut en profiter. Comme la presse a l'air d'être demandeuse, eh bien, on va communiquer envers eux pour pouvoir vraiment développer nos arguments. Ok. Tu conclus, Maganique? Oui, et donc, appeler les collègues, évidemment, à se mobiliser le 26 janvier pour vraiment avoir des mobilisations très, très visuelles pour faire parler de notre situation en EPS. Ok, merci. Alors, sans plus attendre, on finira avec notre tour de France par l'Académie d'Aix-Marseille avec Sophie Rieux. Alors, Sophie, qu'en est-il à Aix-Marseille? Est-ce que vous avez un peu la même tendance? Et ensuite, on enchaînera avec Benoît Hubert pour clôturer un petit peu les perspectives de ces actions au niveau de la France et au niveau des académies. Alors, Sophie, la parole est à toi. Oui, merci Bruno. Bon, bonsoir à tous. Alors, bon, évidemment, nous partageons le même constat que sur les autres académies. Moi, j'y verrai peut-être 3 points positifs quand même pour essayer de voir le côté positif des choses, s'il y en a. Déjà, le premier point positif qu'on peut voir, c'est que les collègues se mobilisent fortement depuis quelques jours, là, depuis ce week-end, ce qui montre quand même leur fort attachement à la discipline et également à maintenir une pratique pour les élèves. Le deuxième point positif que j'y verrai, c'est que la presse commence à parler de l'EPS, puisque nous avons été également contactés par la presse, et ça peut être un point positif pour la suite, pour asseoir toutes nos revendications par rapport à la discipline. Enfin, je verrai le troisième point positif, on pourrait dire que sur Aix-Marseille, nous devenons des professionnels de la pétanque, mais bon, ça c'est plus pour l'humour que pour autre chose. Alors, au niveau de l'académie, nous avons des départements très variés, puisque nous avons des départements alpins et des départements en bord de littoral. Donc, forcément, les conditions climatiques ne sont pas les mêmes d'un département à l'autre. Et les conditions de pratique, évidemment, divergent selon les départements, mais aussi selon la situation des établissements. Nous avons des établissements ruraux dont les conditions pratiques ne sont pas les mêmes, par exemple, dans les établissements des grosses agglomérations comme Marseille. Donc, nous avons été contactés par beaucoup de collègues. Alors, il y a eu plusieurs initiatives en concertation massive avec les chefs d'établissement qui ont, pour la plupart, accepté la journée de banalisation d'aujourd'hui. Donc, des initiatives qui vont de la randonnée à la course d'orientation, à la pratique de la pétanque à l'extérieur. Il y a aussi des établissements où des cours sont annulés en début de journée ou en fin de journée, ou des cours sur 1 heure plutôt que 2 heures. Donc voilà, il y a plusieurs initiatives qui nous ont été retournées. Alors, ce qui montre une fois de plus que les collègues sont force de proposition depuis déjà plusieurs mois, qu'ils arrivent à trouver des alternatives, mais contrairement au premier confinement ou au deuxième confinement ou différents protocoles qu'on a pu avoir, on sent quand même une forte colère qui se généralise et surtout un ras-le-bol de devoir s'adapter à nouveau sur des conditions de pratique extérieures sans pouvoir pratiquer certaines activités, puisque certaines activités déjà de fait ne peuvent pas se faire à l'extérieur, et en plus avec les conditions sanitaires de respect de la distanciation, évidemment, il y a des activités comme certains sports collectifs qu'on ne peut pas faire. Donc, il y a un gros ras-le-bol. Ils ont vraiment l'impression qu'on ne leur fait pas confiance parce qu'avec tout ce qu'on a mis en place depuis le mois de mai pour essayer justement de respecter ces situations et ces mesures sanitaires, notamment des demi-groupes en lycée, mais aussi dans certains collèges, on s'aperçoit que finalement, on est la dernière roue du carrosse et qu'on est mis une fois de plus sur la touche. Alors moi, ce qu'on fait au niveau du SNEP, c'est que je pense qu'il faut entendre cette colère et il faut accompagner cette colère. Il y a des collègues qui ont des propositions à faire pour certaines activités extérieures. Il y en a qui ne souhaitent pas, une fois de plus, s'adapter et qui montrent cette colère. Devant l'injonction de certains chefs d'établissement dont on commence à avoir des remontées,
Alors, je peux vous citer par exemple dans un établissement de l'académie, un chef d'établissement qui impose aux collègues de remplacer leurs heures d'AS annulées par des cours de physique ou de mathématiques pour remplacer des collègues qui sont en ASA et qui ne sont pas remplacés. Donc, ça devient un peu la variable d'ajustement. Les profs de PS qui doivent enseigner ou accompagner des élèves sur d'autres disciplines. Alors, bon, voilà, là, il y a un problème au niveau du statut. Donc, nous les accompagnons justement pour refuser ces injonctions. Nous appelons les collègues à communiquer toutes les déréglementations qui peuvent avoir lieu dans certains établissements, de nous informer pour qu'on puisse intervenir au niveau notamment de l'audience que nous avons demandé au recteur mercredi, mais également au niveau des IPR. IPR qui nous ont envoyé un courrier ce matin, donc appelant notamment quand les installations extérieures n'étaient pas accessibles à faire des cours de règlement ou de théorie en salle. Alors ça, c'est massivement rejeté par les enseignants de PS qui en ont marre d'être des profs de règlement, de théorie, voire de balade. Il y en a qui refusent de faire une fois plus des randonnées, qui refusent d'être des youtubeurs avec l'organisation en visio de certaines activités. Donc, je pense qu'il faut, nous, notre objectif au niveau du SNEP Aix-Marseille, c'est d'accompagner justement ces équipes, d'entendre leurs propositions, de leur laisser cette liberté pédagogique, et c'est en ce sens qu'on interviendra auprès du recteur et des IPR mercredi, après la visio que nous avons demain au niveau académique, pour essayer de faire un échange et de voir un peu toutes les initiatives ou les problèmes que rencontrent les collègues dans l'académie. Merci Sophie. Alors Benoît, on a entendu un beau tour de France là, des initiatives qui sont prises et des actions un peu mises en perspective. J'aimerais te poser un peu la question au niveau du secrétariat national du SNEP FSU. Vous sortez d'un CDN. Je suppose que vous avez dans la tête un certain nombre de perspectives qui sont déjà dessinées du point de vue de ce que la profession et son syndicat représentatif pourraient faire pour se faire entendre, pour défendre une qualité d'éducation physique et sportive pour que nos élèves, eh bien, effectivement, puissent reprendre l'activité physique et sportive qui a été largement montrée, son impact positif sur la santé mentale, sociale et plus globalement. Alors, même si, bien entendu, on est tout à fait d'accord qu'il y a un certain nombre de mesures sanitaires à prendre. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu un point de situation? Et ensuite, je vous rappelle qu'on a relevé un certain nombre de questions là, dans le chat et qu'on va donc poser à nos responsables nationaux des questions un peu que vous avez posées tout au long de cette visio. Benoît, la parole est à toi. Merci, c'est gentil. Non, mais moi, il n'y a aucune dissonance avec les collègues dans les académies. De toute façon, c'est un peu le même processus qui se met en place un peu partout. On est devant une nécessité, c'est de faire monter la mayonnaise le plus possible. Si on avait dit ah ben tiens, on va supprimer les cours de maths, il n'y aurait pas eu besoin de faire monter la mayonnaise. Là, tout le monde serait monté au créneau. Et nous, on est face à cette nécessité, c'est un, de montrer l'intérêt de l'EPS pour les élèves et deux, de montrer la nécessité de se mobiliser pour pouvoir la défendre. Donc bon, il faut qu'on fasse monter cette mayonnaise. Je pense qu'on a tout intérêt à agréger tous les professionnels du sport localement parce que ils sont dans la même problématique que nous et je pense qu'on peut avoir dessiné un arc revendicatif un peu plus large que simplement les profs de PS et ils sont sur les mêmes problématiques, donc justement ça vaut le coup. Je pense qu'il faut qu'on témoigne des conditions dans lesquelles on place les élèves. Je pense qu'il faut qu'on mette en avant cette question des élèves, pas avoir un regard un peu corporatiste en disant le PS, les profs de PS, mais bien placer les élèves au centre, c'est-à-dire c'est eux qui pâtissent de la situation, c'est eux qu'on méprise le plus. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on pourrait se mettre aussi les parents d'élèves beaucoup plus à nos côtés pour revendiquer ce qu'on revendique, notamment les groupes, etc., et un retour à la quasi-normale, entre grosses guillemets. Beaucoup posaient la question de la grève. Là, bon, je dis qu'il faut faire monter la mayonnaise parce que là, on est 600 sur 35 000 profs. On est tous vent debout contre la situation et on a envie d'en découdre et c'est normal. Là, on a déposé, nous, un préavis de grève pour permettre justement toutes les initiatives localement et qu'elles soient couvertes, il n'y a pas de souci. À voir s'il y aura un appel spécifique ou pas, on y réfléchira dès demain en fonction de toutes les remontées qu'on va pouvoir avoir des départements et des académies.
Et ça se pose, en tout cas, c'est pas rejeté d'emblée. Il faut qu'on voit ça. Il faut qu'on fasse remonter l'ensemble des problématiques. Et là, vous passerez par les secrétaires départementaux ou les secrétaires académiques pour que ça remonte jusqu'au national. Il faut qu'on interpelle et qu'on abreuve le ministre de toutes les situations possibles et imaginables. Il faut qu'il soit au courant de tout ça. Il faut que ça l'emmerde, en gros. Et donc, il faut qu'on use et qu'on abuse des réseaux sociaux et de la presse. Et puis, pour l'instant, l'action du 26, elle doit être super importante. Quelqu'un posait la question du contact avec les autres OS. Lors de la réunion avec le ministère, c'était une multilatérale, donc toutes les OS étaient présentes. Il n'y a aucune dissonance sur la situation faite à l'EPS et tout le monde était d'accord après mon intervention. Mais de là à imaginer une action commune qui se construira au plan national, voilà, on n'en est pas là. Je pense qu'il y aura plus de facilité au plan local qu'au plan national pour construire les choses. Voilà. Et puis, à titre d'exemple, puisque les élèves doivent être dehors, allons proposer des pratiques devant les parvis des mairies et des préfectures. Voilà, peut-être que ça bougera les choses. Merci, Benoît. Donc, les OS, ce sont les organisations syndicales, et pour l'information de... Tout à fait. Pardon. Alors, c'est bien la première fois qu'un syndicaliste donne un nombre de participants en dessous de la réalité, parce qu'on est ce soir 738, je viens de recompter jusqu'à maintenant, donc on a... Désolé, on était 500 000. Alors là, on est un peu dans un jeu maintenant de questions-réponses. On a demandé à Maxime Deboc, qui est responsable national du secteur action juridique, d'être présent avec nous ce soir, mais aussi à Christian Couturier, qui suit le secteur éducatif et qui s'est préparé notamment sur la question des CCF, et puis à Nathalie François sur le sport scolaire aussi, sur un certain nombre de questions. Alors, Maxime, j'ai envie de commencer par toi, par des questions qui sont arrivées à de très nombreuses reprises dans le chat et qu'on a pu entendre. Bon, c'est pas pour moi pour Marseille, puisqu'aujourd'hui il faisait très beau, mais dans les jours qui viennent, le froid va sans doute revenir. Mais dans des endroits, on a vu là, dans le Tour de France, il fait froid, il fait très froid même dans des endroits, avec les élèves à 8 h du matin. J'ai pas de salle de repli, donc est-ce que je peux faire court est-ce que je dois faire court? Est-ce que je peux laisser partir les élèves? Quelles sont les conséquences? Et puis, est-ce que je suis obligé de faire des cours théoriques? Voilà un premier champ de questions autour de ces points-là. Bon, alors bonjour à tous. Donc, la première, il y a plusieurs questions là, dans ce que tu m'évoques, Bruno. La première question que je perçois, c'est la question de la température. Les températures acceptables, c'est une question qui revient souvent dans le métier, y compris en temps normal, j'ai envie de dire, par rapport à la vétusté des équipements dans certains endroits. Il faut savoir qu'il n'y a aucun texte réglementaire qui ne fixe une température minimale pour la pratique en EPS. Ceci étant dit, il y a des textes qui existent, qui fixent des recommandations, que ce soit pour les travailleurs qui ont une activité physique ou dans le sport fédéral, qui peuvent être des points d'appui à des revendications locales. La chose qui est certaine, c'est que, en revanche, il y a quelque chose qui nous impose, c'est les diligences normales de sécurité. Est-ce que l'enseignant d'EPS estime que les conditions météorologiques, matérielles, permettent à ses élèves de pratiquer dans des conditions de sécurité optimales? Si la réponse est non, l'enseignant préviendra le chef d'établissement. Il faut prévenir le chef d'établissement qu'on n'est pas dans des conditions de sécurité optimales. Par contre, il y a une chose également qui est certaine, c'est l'obligation de surveillance qui est déterminée par l'emploi du temps de l'élève et le service de l'enseignant. C'est-à-dire qu'on ne laissera pas partir les élèves. On a la responsabilité de l'élève durant tout le temps qui correspond aux horaires du service qui nous est attribué. Donc, on ne laisse pas partir les élèves, on signale au chef d'établissement et le chef d'établissement prendra la décision de ce qu'il nous revient de faire. Attention, ça me fait penser à ce que j'ai entendu tout à l'heure, attention quand même aux dérives qui nous amènent à faire d'autres choses que ce qui est en rapport avec nos statuts. Je pense notamment à la surveillance. On doit rester cohérent par rapport à nos statuts et faire des choses en lien avec l'EPS. D'où mon petit pont sur la théorie. Si on estime que des cours théoriques ou un visionnage est en lien avec le métier d'EPS, pourquoi pas? Après, restons dans notre métier qui est celui de professeur d'EPS. Merci. Alors, pour plonger un petit peu le champ des questionnements, on l'a entendu tout à l'heure finalement, donc ce n'est pas complètement une question qui
qui était impossible, c'est j'ai pas cours, pas de salle de repli, donc du coup, je suis bloqué. Est-ce qu'un proviseur ou un principal peut me demander du coup d'annuler mes cours et après de rattraper mes cours? Ou alors est-ce qu'il peut me demander d'aller carrément, puisqu'on l'a entendu sur l'Académie d'Aix-Marseille, remplacer un collègue absent pour faire une autre discipline? Je crois que j'ai répondu déjà un petit peu auparavant, mais rappelons quand même que le chef d'établissement est celui qui fixe les services des enseignants. Il fixe le service hebdomadaire des enseignants, ce qui signifie que en anticipant les choses, un chef d'établissement pourrait très bien être amené à attribuer un nouveau service aux collègues, mais dans des délais raisonnables de prévenance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire un cours, il n'a pas fait beau, on reporte la semaine d'après, puisque je le disais tout à l'heure, on a un métier, on est fixé par des obligations réglementaires de service. Il est hors de question de faire 24 heures une semaine parce qu'on en a fait moins la semaine précédente. De plus, si c'est en annulant au dernier moment un cours du fait des conditions météorologiques et qu'il n'y a pas de salle de repli, le chef doit nous fournir des salles, puisqu'on assure un enseignement, on doit pouvoir avoir une salle. Si ce n'est pas le cas, comme je l'ai dit précédemment, on assure la surveillance et on prévient le chef d'établissement, mais en aucun cas on ne sera amené à céder à cette pression de devoir rattraper des cours ultérieurement parce que ça a été annulé au dernier moment. Pardon. Alors, il y a eu des questions aussi qui ont été posées, notamment, on l'a vu sur les adaptations un peu avec nos élèves, notamment sur le fait de se déplacer, d'aller en randonnée avec des élèves, de sortir de l'établissement. Est-ce que j'ai le droit d'amener mes élèves faire une randonnée dans la forêt ou dans la ville? Quels sont un peu les textes qui encadrent réglementairement ces déplacements? Alors, bien évidemment, j'ai le droit de faire de la randonnée si ça fait partie de la programmation de l'établissement ou même si c'est une programmation revue. Après, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, la randonnée pédestre. Et donc, il va falloir prendre un certain nombre de précautions. Il y a deux choses qui doivent nous régir, mais ça, c'est valable pour toutes les questions. C'est le respect des diligences normales de sécurité que j'ai citées tout à l'heure. Je répète, hein, c'est la note de service de 94 et la circulaire de 2004, et puis bien sûr en lien avec le protocole spécifique au contexte actuel. Et donc là, sur la question de la randonnée, la difficulté que tu me poses, c'est la question, on va revenir sur les groupes, puisqu'on est amené à être en déplacement avec des élèves, et donc des élèves qui auront des masques, et sur une activité statique, on parle de 2 mètres. Avec masque, donc ça me semble difficile dans des classes de 30 élèves de pouvoir prévoir des conditions de randonnée qui permettent un écart, de respecter la distanciation entre élèves. En demi-groupe, ce serait possible éventuellement, parce que ça veut dire 30 élèves, ça veut dire un espace en colonne de 60 mètres si on respecte les 2 mètres, sachant que ça serait compliqué à gérer et ça serait même contraire au code de la route, puisque si on est amené à aller sur des routes, il faut respecter une certaine distance qui ne doit pas excéder 20 mètres. Donc, voilà, première chose, ça pose la question des groupes. En classe entière, ce n'est pas évident quand on veut respecter l'ensemble de ces consignes, diligence normale et protocole. L'autre chose, c'est que si on est amené à organiser ce type d'activité en le préparant, il faut bien évidemment l'envisager comme un protocole d'activité de plein air, comme ça a lieu dans certaines académies où on pratique déjà la randonnée pédestre, la randonnée sportive. C'est-à-dire qu'il y a tout un protocole à mener, avec l'aval du chef d'établissement notamment, et notamment prévoir le lieu de pratique, c'est-à-dire se renseigner sur l'ouverture ou non des sentiers prévus. Est-ce qu'il y a des arrêtés municipaux, des arrêtés préfectoraux qui n'ont pas fermé la pratique à ces endroits compte tenu des conditions météo actuelles? Est-ce que je suis sur un secteur où je peux capter au niveau du téléphone portable pour pouvoir contacter à tout moment le service public de sécurité, de soins d'urgence et l'établissement si besoin, et on fait le lien avec le protocole local des soins et des urgences qui a dû être établi conformément au bulletin officiel de 2001, là, le numéro 6, le hors-série. Est-ce qu'il y a un protocole qui prévoit tout ce qu'on doit faire dans ces cas-là en cas d'accident, qui je contacte, et donc bien évidemment avoir le téléphone portable, avoir prévu
reconnu le parcours et si les conditions météo du jour ne le permettent pas, annuler la séance si besoin. Donc ça se traite comme un protocole de plein air en prenant en compte aussi les problématiques liées au protocole actuel, c'est-à-dire les conditions d'espacement entre les élèves. Donc après, à chaque équipe de voir ce qu'il faut revendiquer pour pouvoir permettre de pratiquer dans des conditions de sécurité optimales. Merci Maxime. Alors, c'est vrai que quand on a préparé un peu la soirée avec le secteur action juridique, ce qu'on avait évoqué ensemble, c'est l'idée que l'ensemble de ces règles ou de ces questions-là ne visent pas à nous neutraliser du point de vue du mouvement à déployer, mais au contraire, fort de ces connaissances et de ce savoir-là que tu nous as transmis, c'est d'aller voir les chefs d'établissement avec le collectif des enseignants, de discuter pour faire entendre. Par exemple, est-ce qu'un proviseur peut m'obliger à être dans une salle de cours et faire des visios et montrer des films? Est-ce que je suis obligé d'accepter? Donc, comment une équipe doit se positionner par rapport à des injonctions de ce type d'un chef d'établissement, en prenant en compte le droit, mais aussi ce qu'on vient de discuter, c'est savoir le travail collectif pour peut-être faire entendre autre chose sur la définition de ce que nous, on voudrait comme éducation physique et sportive. Ouais, bien sûr, je crois qu'il faut faire attention, notamment en ces temps, aux injonctions, on va dire, managériales, aux pressions voilà, qui peuvent diviser les équipes. Surtout ne pas s'isoler et se rappeler collectivement quel est notre métier. On a un statut, donc sur la question que tu poses, aller enseigner ou aller donner un coup de main sur une autre discipline, faire de la surveillance, c'est pas le statut des profs de PS, c'est pas notre métier. Donc je pense qu'il faut rappeler à tous quel est notre métier et s'accorder dans un premier temps collectivement pour aller porter ces revendications auprès du chef d'établissement. Bien évidemment, il est pertinent de créer toujours un petit peu le rapport de force, c'est-à-dire de pas chanter les parents d'élèves, voilà, de vraiment de communiquer, mais surtout de viser à agir collectivement. En respect de notre statut, celui de professeur de PS. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, merci Maxime. Alors, Nathalie François, toi, tu es responsable national, secrétaire aussi national, et tu suis le sport scolaire. Et donc, il y a pas mal de questions autour du sport scolaire en disant, bon, on en est où au niveau du sport scolaire? Est-ce qu'il y a une réglementation différente? Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un panel de ce nombre de questions qui se posent? Est-ce que finalement, si on n'est pas capable de faire du sport scolaire parce que pas d'installation, finalement, on doit rattraper des cours. Bon, voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est? Ok, alors bonsoir à toutes et tous. La première chose, c'est que les annonces de jeudi soir n'ont pas changé beaucoup de choses, en tout cas dans l'esprit de la direction nationale de l'UNSS, hormis que maintenant on est dehors. Voilà, donc on passe du dedans au dehors. Bon, j'ai voulu appeler l'UNSS ce matin pour voir vraiment un peu est-ce qu'il y avait des consignes qui étaient données, des encouragements, des choses comme ça. Bon, en dehors de ça, rien. Si ce n'est que les cadres UNSS ont tous reçu un courrier dès vendredi matin pour rappeler, et là nous sommes d'accord sur le principe, que depuis la rentrée scolaire, bien qu'il y ait eu quand même des pratiques et des rencontres UNSS qui ont perduré. Il y a certains endroits, je pense du côté de Bordeaux, il y a des rencontres UNSS qui ont toujours continué jusqu'à présent, là, jusqu'avant jeudi soir, en extérieur certes, mais avec des rencontres inter-établissements quand même. Hein. Donc et malgré ça, il n'y a eu aucun incident, il n'y a pas eu de cluster qui a été identifié à ce moment-là. Donc, effectivement, on peut se féliciter de ça. La deuxième chose, c'est que ce que je vois, moi, c'est que les cadres UNSS sont bien seuls dans cette histoire et que la seule consigne qui leur est donnée, c'est qu'il faut qu'ils rencontrent les recteurs et les DAZEN pour mettre en place une stratégie locale. Mais là, voilà, c'est eux qui décident et qui parlent. Et voilà, donc je voulais juste vous dire ça parce que je crois que les cadres UNSS sont aussi en
en souffrance avec ce qui se passe en ce moment, parce que leur cœur de métier, c'est les rencontres. Or, les rencontres, maintenant, ils ne les font que la plupart du temps, hein, mis à part ce petit village gaulois qui régisse là-bas, c'est des défis. Et là, l'encouragement, c'est en ce moment s'attaquer à la semaine olympique qui en fait, tombe hors sol, là. Tout le monde, les cadres sont désespérés aussi de ça, hein, parce que j'en ai eu aussi au téléphone, hein, pour savoir un peu leurs sentiments. Donc moi, je voulais vous dire à tous qu'il faut les soutenir aussi par rapport à ça. Alors sinon, sur quelques questions que j'ai soulevées, sur les sorties scolaires, parce que j'ai vu dans le chat, l'AS ne fait pas partie des sorties scolaires. L'AS, elle a un règlement interne avec son propre fonctionnement qui est mis en place avec le comité des directeurs de l'AS et donc bien évidemment en accord avec le président d'AS, mais en fait, ce n'est pas une sortie scolaire. Donc, on peut pas dire qu'avec Vigiporat, en tout cas, c'est pas lié à ça, quoi. D'accord? C'est pas parce qu'il y a et d'ailleurs, c'est la même chose pour le PS. Hein. Si vous allez de votre gymnase au collège et du collège au stade, etc., vous n'êtes pas en sortie scolaire, vous êtes en cours de PS et en déplacement. Bon. La deuxième chose, c'est que, pour rebondir ce qu'a dit Maxime, effectivement, les parcs et jardins ne sont pas forcément des équipements sportifs. Donc, il faut toujours s'assurer, en tout cas auprès des propriétaires, que vous avez le droit d'y aller avec des élèves. Et si c'est considéré comme une pratique sportive, en tout cas, il faut demander l'autorisation. S'ils vous disent oui, que vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Et là, effectivement, vous pouvez dépasser le nombre des 6 personnes, hein, puisque nous sommes des publics prioritaires, et y compris le sport scolaire, mais que des scolaires. Hein, voilà. Ensuite, sur les sections sportives scolaires, oui, eh bien, elles ont exactement le même protocole que pour le PS. Donc, même elles sont obligées maintenant d'aller dehors aussi. Hein, les sections sportives. Est-ce qu'il y a des pratiques interdites à l'AS? Non. Oui et non. C'est les contraintes sanitaires qui les restreignent, mais je ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire du foot dehors, de l'ultimate. Il n'y a pas de raison. Voilà, la seule contrainte, c'est effectivement qu'il ne faut pas faire de contact, mais il n'y a pas, bon, le rugby c'est compliqué, mais tu fais du rugby sans contact. Bon, je sais qu'il y a des copains qui ne vont pas, voilà, mais la contrainte, c'est pas de contact. Donc, a priori, il n'y a pas d'activité. L'AS qui est remplacée par autre cours, ben non. Maxime l'a dit tout à l'heure, hein, on est prof de PS, on doit faire d'abord des cours de PS et ensuite on doit faire l'association sportive et ça fait partie de notre service. Donc, on ne fait pas autre chose que l'AS. Donc, non, vous ne remplacez pas ça par des cours de soutien ou des devoirs surveillés, etc. Il faut que vous proposiez une activité sportive à vos élèves comme vous le faites pour le PS. C'est à vous de voir le contenu que vous faites. Alors, je ne parle pas des cours théoriques, etc. Je ne rentre pas là-dedans puisqu'on a la même problématique, hein, que pour le PS, donc je ne reviens pas. Sur les vestiaires aussi, il y avait une question. Il y a un médecin scolaire qui dit qu'on ne peut pas aller dans les vestiaires. Bah, moi, je ne vois pas pourquoi. On connaît tous des vestiaires qui sont identifiés, qui n'ont pas, par exemple, de lavabo. Parce que les lavabos sont en dehors de ce vestiaire, il est plus loin. Ben, je ne vois pas pourquoi. Tant qu'il y a de la ventilation et qu'il y a un nombre de mètres carrés et qu'on a le masque, on peut utiliser une salle de classe. Il suffit que les élèves, après, ils aient un lavabo qui est pas loin, peut-être à l'étage ou en bas, ils peuvent se laver les mains. Mais il n'y a pas de raison de Merci faire ça. Nathalie. Alors, on va donner la parole à Christian Couturier. Sur la question des CCF, bon, pour l'instant, il n'y a pas de textes qui sont sortis qui ont permis une adaptation, réadaptation. On en est où aujourd'hui, là, notamment pour le bac, 2 épreuves, 3 épreuves? Est-ce qu'il y a des aménagements qui sont prévus? Bon, il y a beaucoup de questions de collègues. On est un peu dans le brouillard, sachant qu'en plus,
pour un certain nombre d'élèves. Ils devaient passer les épreuves d'ici une semaine, 15 jours. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit point de situation, Christian? Oui, ça va aller vite là-dessus, mais auparavant, est-ce que je peux faire quand même une remarque sur ce qui a été dit? Moi, je voudrais dire quand même que ce qui est important à l'étape actuelle, vu le problème dans lequel on est, les incohérences, la désorganisation complète, c'est de la jouer collectif. Quoi qu'il en soit, de la jouer collectif. Le minimum étant l'équipe d'établissement, donc de faire des choses, de prendre des décisions et de le faire ensemble. Et le minimum donc étant l'équipe d'établissement, mais de façon concentrique, l'équipe éducative, l'établissement, et puis bien sûr au-delà avec le SNEP au niveau départemental ou académique. Donc je pense que c'est très important de, en tout cas, éviter de se lancer seul dans un truc qui serait, voilà, à un moment donné inconséquent, parce qu'on a besoin de la jouer collectif et de pouvoir être soudé sur ces questions-là. Le deuxième point que je voulais dire, j'ai lu dans le chat, là, il y a beaucoup de remarques et de critiques sur les IPR et sur ce qu'ils envoient ou pas. Je pense qu'il faut quand même dire une chose, hein, c'est que les experts de la situation aujourd'hui, si experts il y a, c'est nous. Les IPR ne sont absolument pas expérimentés sur la gestion de l'EPS dans situation de crise. C'est nous qui l'avons été depuis l'an dernier. Et eux, bon, ils envoient des choses, mais enfin, il ne faut pas leur demander plus qu'ils sont en mesure de faire. Par contre, là où il y a problème, c'est quand il y a des interprétations ou des abus de pouvoir pour faire des interventions ou des interdictions. Je prends un seul exemple dans les recommandations, le nouveau protocole. Il est dit, bien sûr, que, comme c'était déjà précédemment, que les activités dans lesquelles il y a des contacts directs sont interdits. Ça ne veut absolument pas dire que les sports collectifs sont interdits. Que je sache, dans le volleyball, voire dans le basket, etc., il n'y a pas de contact direct. Enfin, en tout cas, on peut faire jouer les élèves sans contact direct. Donc là, il y a un abus par rapport à ce qui est donné. Donc j'en viens au CCF. Alors il est bien évident que le premier CCF, il y avait encore l'espoir ou la possibilité de faire fonctionner, au premier trimestre, je veux dire, il y avait possibilité de faire fonctionner encore les deux trimestres qui venaient, mais là, bon, maintenant c'est terminé. Donc en fait, la question du contrôle en cours de formation et du bac explose complètement. Le protocole parle de textes qui vont arriver. Alors, il y a effectivement un texte qui a été voté au Conseil supérieur de l'éducation, mais qui n'est pas encore paru. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être Benoît a des informations sur le fait que, voilà, que c'est... Mais bon, le texte, il dit exactement la chose suivante. Je vous cite ça. L'article 3 qui dirait, donc si ça paraît, que lorsque pour la composition de la note du contrôle en cours de formation en application du 8e, pas plus d'un de ces contrôles n'a pu être organisé, c'est-à-dire quand on n'a pas pu faire ou quand on ne peut pas faire plus d'un contrôle, c'est-à-dire 2, donc la note est fixée en tenant compte des notes de la classe terminale inscrites au livret scolaire. En gros, c'est le contrôle continu. Donc si aujourd'hui, on ne peut pas faire, pour quelque raison que ce soit, et notamment les raisons qui nous sont imposées, si on ne peut pas faire, eh bien, ça sera une note de contrôle continu qui interviendra, point barre. Donc, en fait, tout est possible à partir de ce moment-là. De toute façon, les programmations ne peuvent pas être tenues puisque il y avait des activités qui étaient en intérieur qui doivent sortir, donc ça fait exploser les cycles. Donc voilà, je crois qu'il faut se rassurer là-dessus et dire, ben voilà, cette année, c'est une année blanche complète là-dessus et protocole ou pas, le contrôle en cours de formation n'aura pas lieu et en tout cas pas sur les référentiels que vous avez tous mis en place ou tenté de mettre en place. Donc voilà pour ce qui est du contrôle en cours de formation. Merci Christian. Alors, Benoît, le mot de la fin, avant que les uns et les autres retournent à leurs activités, au repas. Oui, tu as raison, c'est l'heure du repas quand même, il ne faut pas exagérer. Non, mais pour surenchérir sur Christian, effectivement, les IPR ils font des préconisations, mais ce ne sont que des préconisations. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qui est écrit ou ce qu'ils écrivent ou ce qu'ils envoient. Il faut bien avoir en tête que ce ne sont pas nos supérieurs hiérarchiques. Donc, ils font des préconisations, mais on peut très bien s'en passer. Voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Je voudrais répondre à une question quand même que je vois de manière assez récurrente.
la question des rendez-vous de carrière. L'inspection générale a demandé de suspendre les rendez-vous de carrière et de les reporter. Alors là où il y aurait maintien absolument de ces rendez-vous de carrière, il faut que vous m'envoyiez un message que je puisse intervenir là-dessus. Bon, sinon, je tenais à remercier tout le monde, bien sûr, toutes et tous. Hein. On a pris note de nombreuses questions qu'il y avait dans le chat. On va essayer d'animer une fax si c'est possible, ou tout du moins, on va essayer de répondre à vos questions que vous pouvez continuer à nous envoyer hein, d'une manière ou d'une autre. Vos témoignages, je vous rappelle, ils sont super importants. Alors, faites-les nous parvenir, ainsi que toutes les difficultés que vous allez rencontrer ou que vous rencontrez déjà. Je pense notamment à la question des vestiaires, parce que ça aussi, je peux avoir des interventions directes avec le ministère. Bon, j'ai déjà de quoi faire hein, pour remonter au ministère. De toute façon, notamment avec les abus qui se dessinent et qui visent à faire autre chose, à faire autre chose que de l'EPS aux enseignants. Donc, tout ça, il faut que je le fasse remonter. Mais ce que je voudrais, c'est pouvoir synthétiser et avoir surtout les endroits où ça se développe. Ben, merci à toutes et tous et surtout bon courage dans cette période. Et puis, soyons motivés pour essayer de revendiquer et de faire bouger les choses. À très bientôt. Merci. Merci Benoît, merci à Émilie, Mathias, Marc, Nathalie, Claire, Sophie, Marie-Annick, Hugo, Maxime et Maxime encore et Christian et Alain d'avoir participé à cette soirée, d'avoir pris du temps dans le week-end, parce que ça a été décidé très rapidement. N'hésitez pas à aller sur notre site, il y a une page qui est consacrée à EPS Tous Dehors. On a essayé aussi de créer une page Facebook. Il y a une inventivité aussi des profs d'EPS qui partagent des images. Alors, on a un coup de cœur aussi pour le prof d'EPS. Je ne sais pas si certains d'entre vous le suivent sur Twitter, qui a redoublé d'ingéniosité et puis d'engagement corporel aussi, hein, en faisant une petite vidéo pour préparer ses cours. N'hésitez pas à nous les partager. L'humour fait aussi du bien dans cette période-là. Bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. On se tient au courant pour bien sûr faire entendre de tous ces gens qui prennent des mesures qu'on a besoin d'une éducation physique et sportive de qualité pour nos élèves pour de nombreux enjeux pour demain. Bonsoir et à très bientôt. Bonjour à toutes et tous. Les personnels de l'éducation ont été choyés par le gouvernement, comme l'a pu dire Castex, avec comme cadeau de Noël la suppression de 1883 postes, des heures supplémentaires à gogo, et donc la dégradation avec l'accueil de 1043 élèves supplémentaires, la dégradation considérable des conditions de travail. Maintenant qu'est passée cette période de Noël, arrive la nouvelle année et là nous avons droit aux vœux du ministère pour cette nouvelle année, avec la fin des pratiques physiques, sportives et artistiques en milieu couvert, en plein hiver, sans faire la démonstration que l'EPS serait un enseignement vecteur de contamination, sans avoir jamais répondu à la nécessité de demi-groupes partout, sans avoir jamais répondu à la problématique des masques, sans tenir compte des bilans du confinement qui montraient la nécessité de la pratique physique pour la santé des élèves. Le ministère, il a pris unilatéralement la décision d'interdire la pratique en milieu couvert,
ce qui revient à dire dans de très nombreux endroits la fin de l'EPS. C'est pas acceptable. La colère, elle est vive et elle doit s'exprimer fortement. Le SNEP FSU a d'ores et déjà réagi. Mais il appelle tous les enseignants à exiger d'ores et déjà des journées banalisées pour pouvoir s'organiser. Il les appelle à participer aux mobilisations qui se construisent. Il les appelle aussi à lutter pied à pied contre toutes les dégradations. Il exige aussi, et il va falloir que chacun y prenne part, la réouverture des installations. Et face à ce mépris des jeunes, à ce mépris de notre discipline, à ce mépris de nos métiers, nous appelons tous les enseignants à s'engager de manière déterminée dans la grève du 26 janvier. La période qui s'ouvre est difficile, il nous faut lutter pied à pied contre tout cela, dans une perspective d'amélioration de notre système éducatif et au bénéfice des jeunes. Merci.